Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien à l'écoute de la chaîne 2. Il est 12h à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité mise en onde de Marc Damele. Présentation Oumar Enzatraouri. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, le marché de Kalabankoro se trouve désormais sur un nouveau site à suivre dans ce journal. Les détails avec Kounandi Bamani sur les raisons qui ont motivé cette délocalisation. À Bamako, il n'est pas rare de rencontrer des personnes en situation de handicap au volant en train de conduire leur voiture. Pourtant, nous sommes tous conscients de cela que pour conduire un véhicule, il faut impérativement un permis de conduire. Cette règle s'applique-t-elle aux personnes en situation de handicap? Quels sont les critères d'obtention du permis de conduire pour ces personnes? Vous aurez les réponses au cours de cette édition. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale qui sera développée en direct dans ce studio par Cheikh Amadou Diarra. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Dimanche 1er septembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a quitté Bamako hier samedi pour la Chine où il participera au forum de coopération sino-africaine qui aura lieu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. À cette occasion, le président de la transition tiendra à réaffirmer la position du Mali et de la Confédération des États du Sahel sur les grands sujets du moment. En marge de ce forum, son Excellence le colonel Assimi Goïta s'entretiendra avec son Excellence le président Xi Jinping et certains de ses homologues d'Afrique. Il rencontrera également d'autres personnalités chinoises ainsi que la communauté malienne vivant en Chine. Comme annoncé au sommaire de cette édition, le marché de Kalabankoro a été délocalisé sur un nouveau site. Avant cette opération, le dit marché était installé au bord du goudron et les vendeurs se retrouvaient souvent sur la route en train de vendre, occasionnant ainsi trop d'embouteillages dans la zone. Quelques jours après la délocalisation du marché de Kalabankoro, notre reporter Kounandi Bamani est allé à la rencontre des habitants de ce quartier afin de savoir ce qu'ils pensent de cette initiative. Suivons. Nous sommes à l'ancien marché de Kalabankoro. Sur place, impossible de savoir qu'il existait un marché ici. Tout est rasé et nettoyé. La route qui était infréquentable à cause des embouteillages est presque déserte. Quelques citoyens s'expriment. Ishaka Songo, citoyen. La délocalisation était prévue depuis longtemps, car le terrain appartenait à la jeunesse. Le fait de déplacer le marché nous a donné plus d'espace, j'en suis ravi. Abibatou Koulibaly, Kokser. Le fait qu'il n'y ait plus de marché ici est une bonne chose, partant du fait que nos routes sont dégagées. Et une mauvaise chose parce que tout le monde n'a pas eu de place dans le nouveau marché. Pour les usagers de la route, c'était un véritable calvaire de passer par ce chemin avant cette délocalisation. Salif Keita, usager. J'emprunte ce trajet depuis 2018. La délocalisation du marché a ralenti nos affaires parce que nous n'avons plus de clients comme avant. L'idée de cette délocalisation est une bonne chose car les voies sont libres et nous pouvons circuler normalement. Après avoir recueilli des avis au niveau de l'ancien marché, nous voilà dans le nouveau qui se situe juste à quelques mètres de l'autre. Kadiatou Traoré, 22 ans. Quand nous étions installés dans l'ancien marché, nous gagnions bien nos vies. Maintenant, avec la délocalisation, les clients se font rares. Sissoko Aminata Tal, vendeuse et responsable du marché. Nous sommes très ravis de la délocalisation du marché vers ici. Avant, il y avait trop d'accidents dans la zone. Nous étions installés sur le goudron. Actuellement, nous sommes à l'aise dans un endroit approprié et loin de tout danger. Pour plus de clairvoyance dans cette histoire de délocalisation, nous avons rencontré le président de la commission de gestion des crises des marchés de Kalabankoro.
Ladji Issouf Sankaré. La commission s'est réunie et a mis en place une sous-commission de recensement. Ceux qui vendent dans le marché, la sous-commission de recensement était composée d'eux-mêmes pour aller recenser les marchands, voir si réellement tout le monde peut contenir. Et malgré qu'ils étaient dans la commission, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils ne sont même pas pour le déménagement, ils ne vont pas s'inscrire. Pour la plupart de nos concitoyens, cette initiative des autorités est à saluer. Cependant, impossible de satisfaire tout le monde. Le plus important est d'agir pour le bien-être général. Telle est la vision des autorités. Oui, Kounandi Bamani du marché, nous nous rendons à la circulation. En effet, il n'est pas rare de rencontrer des personnes en situation de handicap au volant en train de conduire leur voiture. Pourtant, nous sommes tous conscients de cela, que pour conduire un véhicule, il faut impérativement un permis de conduire. Cette règle s'applique-t-elle aux personnes en situation de handicap? Quels sont les critères d'obtention du permis de conduire pour ces personnes? La réponse est avec Mariam Konaté. Dans un précédent dossier, nous avons suivi le parcours des personnes sans handicap pour l'obtention de leur permis de conduire. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une autre réalité, celle des personnes en situation de handicap qui, elles aussi, aspirent à la liberté de conduire. Au Mali, il n'est pas rare de croiser des personnes en situation de handicap au volant d'un engin. Le moteur est déjà en marche, non? Pour arriver à ce stade, elles doivent relever plusieurs défis, y compris l'obtention du permis de conduire, document essentiel pour pouvoir circuler dans la circulation grouillante de Bamako. Nous avons visité une auto-école de la place. Là-bas, nous sommes tombés sur ce monsieur en pleine explication. Yacouba Bamadio, moniteur. Ils sont obligés de faire la visite médicale pour consulter s'ils sont aptes à conduire. Comme tous ces candidats, Amala Koulibaly, en fauteuil roulant, doit passer un examen théorique et pratique pour valider ses connaissances et aptitudes à la conduite. Pour ces personnes vivant avec un handicap, des voitures aménagées sont disponibles et les examens sont faits sous la supervision attentive des moniteurs qualifiés. Abdrahman Dama, directeur général de l'auto-école. La formation de ces personnes en situation de handicap dépend surtout de leur handicap en question. Dans un premier temps, au vu de ces personnes, on leur fait une fiche de visite médicale qu'on retire au ministère des Transports, à la direction régionale des Transports, qu'on leur remet. Avec cette fiche, ils doivent aller se présenter à l'hôpital devant le médecin qui va apprécier leur handicap et mentionner sur la fiche la partie handicap et comment la formation. Si nous, on prend connaissance de cette fiche déjà, on sait qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui peut fonctionner en fonction des membres de la personne. Nous les préparons éventuellement avec nos mécaniciens qui modifient les pédales et par la suite, on commence la formation. Notre visite s'est poursuivie à l'Office national des transports ONT où des candidats concentrés répondaient aux questions de l'examen théorique. Une fois cette étape validée, il passe à la phase pratique où l'on s'assure que chaque conducteur, quelle que soit sa situation physique, maîtrise parfaitement les règles de la route et que ses aptitudes pour la conduite soient confirmées par un médecin. Amala Koulibaly, nouveau conducteur. Nous venons au même titre que les autres candidats parce que nous subissons les mêmes formations par rapport au code de la route et en même temps aussi on nous forme et on nous sensibilise aussi qu'en matière de réglementation, nul n'est censé être épargné. Donc à ce titre, j'ai pas eu de difficulté à ce niveau. Quand on respecte le code de la route, ça diminue le taux d'accident. Le processus de la conduite des personnes en situation de handicap va au-delà de l'obtention du permis. Mohamed Zeyn Mahamadou, inspecteur au permis et autorisation de conduire. Les personnes handicapées, c'est des gens qui doivent rouler dans un véhicule à leur cas. Donc ça ne se trouve pas généralement dans les auto-écoles. Donc c'est le handicapé lui-même qui doit venir avec son véhicule. Quand une personne est déjà en situation de handicap, nous on lui porte assistance. En fin de compte, le permis de conduire pour les personnes en situation de handicap n'est pas qu'un document administratif. C'est le symbole d'une liberté conquise, du droit fondamental à la mobilité et d'une reconnaissance de leur place dans la société. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passées de 10 minutes, nous recevons en direct dans ce studio du 26 mars Cheikh Amadou Diarra pour le tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Cheikh. Bonjour Omar Enza Traoré. Comment vas-tu et le week-end, ça se passe bien, j'espère? Oui, on tient le bout de fil. Et tout d'abord, au Sénégal, la révision de la Constitution rejetée par la Commission des lois.
Effectivement, au Sénégal, un projet de loi révisant la Constitution a été rejeté hier par la Commission des lois. Cette révision, demandée par le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye, visait à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Ces deux institutions sont jugées budgétivores par le régime en place qui demande donc leur suppression. La Commission des lois a refusé la révision du texte fondamental, majoritairement composé des députés de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'ancien président Macky Sall. Cette commission des lois du pays n'a pas accédé à la demande du chef de l'État de réviser la Constitution par 16 voix contre et 14. Du Sénégal au Cameroun, fin des opérations de révision des listes électorales. Oui, les opérations de révision des listes électorales initiées par Élections Cameroun, l'organe en charge des élections dans le pays, ont pris fin hier. À l'approche de la fin de l'initiative, les formations politiques ont mis les petits plats dans les grands afin d'inciter les populations à se faire enrôler. Selon les dernières données de l'ECAM, le pays comptait plus de 7 millions d'électeurs. Au Gabon, le projet de constitution prône un régime présidentiel. Alors qu'un référendum constitutionnel doit avoir lieu dans le pays fin 2024, le projet de la future constitution du Gabon a été remis hier au président de la transition Brice Oligui Nguema. Le texte instaure un régime présidentiel dans le pays. Cela en raison notamment de la suppression du poste de Premier ministre. Plusieurs points sont mentionnés dans ce projet de constitution. Il s'agit pour le président de la République de faire un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. En cas d'envie de changement de ces dispositions, le chef de l'État tombera sous le coup de la trahison. Le cas échéant, il peut être mis en accusation par les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, des institutions dont il peut aussi prononcer la dissolution. Le document doit encore sans nul doute être validé par le Parlement de transition avant le verdict du président actuel. Enfin, en RDC, Martin Fayulu défend une cohésion nationale pour sortir le pays d'une situation chaotique. L'opposant Martin Fayulu, candidat malheureux au présidentiel de 2018 et 2023, est retourné dans son pays. C'est là après un séjour en Amérique. Lors d'un meeting dans un quartier populaire de la capitale, l'opposant Martin Fayulu a appelé à un dialogue entre Congolais en vue de faire face aux multiples crises que connaît le pays. Au cours de son discours, il a critiqué la gouvernance actuelle qui, selon lui, a plongé le pays dans le chaos. Voilà Oumar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. Bon dimanche à toi. À toi de même. Retour au Mali, fin de la session de coaching des jeunes filles sur le leadership féminin et empowerment numérique. C'est un programme de renforcement des organisations de la société pour les droits des enfants. L'initiative est de Women Tech et financée par Save the Children. Au total, 20 jeunes filles ont pu bénéficier de cette formation qui est à sa 10e édition. Aïssata Traoré nous en dit plus. En investissant dans l'éducation des jeunes filles, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir meilleur pour elles. Difficile de croire que ces jeunes filles ne pouvaient pas formuler une phrase en public. Et pourtant, les voilà en train d'exposer leurs ambitions et leurs projets pour le futur. Et ceci grâce au projet de coaching et de renforcement des compétences des enfants. C'est une initiative de Women Tech Mali financée par Save the Children. Fatmata Yeya Maïga, présidente de Women Tech Mali. On avait commencé d'abord par une formation en leadership féminin et empowerment numérique. C'était en mois de juin au niveau de la JETIC. Ça a suivi des sessions de coaching. Également, essayer d'améliorer leurs connaissances sur tout ce qui concerne les droits des enfants, les compétences numériques, l'autonomisation des filles. Arahamatou Maïga, chargée de suivi et évaluation à Save the Children. Notre projet, nous avons tenu à former les jeunes filles sur comment s'exprimer en public, comment véhiculer des messages, comment partager leurs idées, leurs initiatives. Pour cette 2e édition, elles étaient 20 jeunes filles venues de divers horizons de Bamako à bénéficier de cette opportunité. Fatmata Diko, participante.
Cette formation nous a appris à avoir confiance en soi, à maîtriser nos émotions, à reconnaître plusieurs choses qu'on ne connaissait même pas sur notre propre personne. On a connu nos talents, nos compétences, nos qualités, à s'exprimer, à oser, à être capable. Zénab Maïga, participante. J'ai appris à comment m'affirmer, comment m'accepter, avoir confiance en moi. Grâce à cette formation, j'ai connu les défis que je vais rencontrer. Mariam Sako, mère des participantes. Elle donne l'opportunité à des jeunes filles vraiment de pouvoir avoir un leadership et de pouvoir vraiment s'exprimer et entrer dans le monde des adultes. Ça leur aide aussi à développer un leadership. La cérémonie de clôture a pris fin par la remise des attestations. Un mot de santé dans ce journal. Rendons-nous dans les centres de santé pour parler de la consultation prénatale qui joue un rôle important pour la femme et l'enfant. Ainsi, il est recommandé à chaque femme enceinte de se faire suivre par les sages-femmes durant les 9 mois de grossesse afin d'éviter des complications au moment de l'accouchement. Aïssata Diarra s'est intéressée à ce sujet suivant. La consultation prénatale, considérée comme l'ensemble des soins de disposition sanitaire que la femme reçoit durant sa grossesse, renforce la santé et augmente la chance de survie du nouveau-né et la future maman. Ici, Assetou Dameli, sage-femme, nous parle de l'importance de la visite prénatale. La consultation prénatale, c'est d'abord en premier lieu le diagnostic de la grossesse. Deuxièmement, le suivi et troisièmement, la préparation à l'accouchement. L'enfant, mais chez nous, on va dire l'œuf, doit être dans l'utérus. Mais des fois, en début de grossesse, il y a des problèmes qui font que la grossesse n'est pas dans l'utérus. Ça a des conséquences aussi néfastes. C'est ce qu'on appelle grossesse extra-utérine. De nous aussi, on va faire la prévention du palu. Vous savez que le palu aussi est très dangereux chez la femme enceinte. Et ça peut provoquer des avortements, ça peut provoquer des accouchements prématurés, ça peut anémier aussi la femme. Donc, si une femme reste à la maison, elle ne bénéficiera pas de tout ça là. Malgré les informations et sensibilisations du suivi de consultation prénatale dans notre société, certaines femmes continuent de faire cet acte. Hatouma Silla, mère de famille. Je suis allée au village, donc je suis restée là-bas durant toute ma grossesse sans faire de suivi prénatal. Jusqu'à quand je suis arrivée à terme, quand les premières contractions ont commencé, les choses se sont compliquées. Le cordon était autour du cou du bébé, donc c'était difficile. L'accouchement, j'ai dû être évacuée par les prises en charge des médecins. J'ai accouché, mais l'enfant, depuis lors, il est toujours malade. Moi, je conseille même les femmes qui sont au village de faire les suivis prénatals. Fatoumata Famenta nous confie qu'elle ne plaisante pas avec cette recommandation des spécialistes. Je suis une maman de 3 enfants. Pendant toutes mes grossesses de mes enfants, j'ai suivi le conseil du docteur. Donc, j'ai fait un accouchement sans problème. Donc, à cette occasion, j'ai profité pour dire à mes sœurs d'aller voir les docteurs pendant leur grossesse. C'est très important dans la vie d'une femme en tant qu'une maman et de l'enfant aussi. La consultation prénatale sauve des vies et aide dans l'épanouissement de la société. Donc, pour le bien-être de nos familles, privilégions cette recommandation. Oui, vous l'aurez compris, sport pour terminer ce journal en football Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La première journée des éliminatoires se déroulera du 4 au 7 septembre prochain, suivi de la deuxième journée du 8 au 10 septembre prochain. Les Aigles sont logés dans le groupe I et joueront vendredi prochain au stade du 26 mars contre le Mozambique. Ils se déplaceront ensuite en Afrique du Sud où ils seront reçus par l'Eswatini le 10 septembre pour le compte de la deuxième journée. En football toujours, en plus des 3 stades déjà approuvés par la CAF, le Mali a désormais 5 stades homologués par l'instance sportive.
Deux sont à Bamako. Il s'agit du stade du 26 mars et du stade de Mamadou Konaté, plus les 3 stades régionaux, à savoir Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaye, Babemba Traoré de Sikasso et Barema Bokoum de Mopti. En basketball, le calendrier de l'Afrobasket des moins de 18 ans qui se tient du 1er au 13 septembre en Afrique du Sud a subi un léger retard. L'équipe féminine du Mali fera sa première sortie demain lundi au lieu d'aujourd'hui comme initialement annoncé sur le calendrier. Les garçons également joueront leur premier match le 4 septembre au lieu du 3 septembre prochain. À 12h passées de 20 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako à environ 28 degrés Celsius. La maximale attendue est de 30 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 42 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Oumar Enza Traoré, réalisation Ibrahima Souri Traoré, mise en onde de Marc Damlé, mise en ligne Hamza Konaté, coordination éditoriale Salimatan Dao et Nyanya Aliou Traoré, fidèles auditeurs et internautes. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce journal. À 18h, retrouvez Mouribo Sidibé pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.